Archambault Radio. Bonjour et bienvenue à mon point de vue sur la culture. Je m'appelle Paul Angangé. Mon point de vue sur la culture est un programme dans lequel je vais essayer de comprendre si le multiculturalisme est inclusif ou exclusif au Royaume-Uni, si ce n'est pas dit en général. Le but de cette émission est de créer une opportunité pour une discussion ouverte sur les sujets controversés. #nonsense. Régulièrement, des sujets seront apportés où mes invités et ma personne discuteront sur différents angles dans le but de construire ensemble une frontière unifiée pour nos enfants, notre famille et nous-mêmes, afin de construire ensemble notre richesse en tant qu'héritier de notre patrimoine africain. #FreeUpOurMind. Aujourd'hui, notre attention se portera sur un sujet controversé qui est le mariage et les complexes de la femme. De mon point de vue sur la culture, le peuple afro, particulièrement le peuple noir, souffre de l'aliénation mentale. Pourquoi est-ce que la polygamie n'a pas la même reconnaissance que le mariage monogamique? En Occident, la polygamie provoque surtout l'opprobre, le rejet ou la gêne. Pourtant, on la retrouve répandue sur plusieurs autres formes. Pourquoi est-ce que quand une femme noire veut se sentir attirante, se doit de se défriser ou bien de porter des perruques? Pourquoi la femme africaine, si c'est pour dire les Africains en général, ou bien les Noirs ou les Afro-Caribéens, rejettent leur culture pour adopter la culture des autres? Ce rejet, à quoi est-il dû? Pour discuter de ce sujet, je suis accompagné par M. Serge Timi, copromoteur de 237 Dress, et Nelson Willy, communicateur web depuis le Cameroun. Gentlemen, bienvenue. Avant de commencer, pouvez-vous vous présenter à l'audience, M. Serge? Bonsoir à tous et principalement aux auditeurs. Je suis Serge Timi, comme vous l'avez si bien dit, copromoteur d'une plateforme qui met en exergue des marques locales. Donc nous faisons la promotion des créateurs locaux en termes de vêtements, chaussures et accessoires. De telle façon à leur donner une visibilité qui permet de mieux les exporter, de mieux les vendre. Merci, M. Serge. M. Nelson, pouvez-vous vous présenter au public? Qui est Nelson Willy? Alors, Nelson, cher auditeur, nous nous excusons. Comme j'ai mentionné plus tôt, nos invités, les invités du show aujourd'hui sont basés depuis le Cameroun et malheureusement, les problèmes de connexion font en sorte que nous ne pouvons pas avoir une production de qualité venant de leur côté. Mais que cela n'en tienne. Monsieur Serge, quelle est votre définition du mariage? Le mariage, sur le plan basique, c'est l'union de deux personnes, un homme et une femme, qui décident pour le futur de vivre ensemble et de fonder un foyer, fonder une famille, d'avoir grandi et réaliser leur projet d'ensemble. Voilà, de façon basique, comment je définis le mariage. Pourquoi dites-vous de manière basique? Parce que basé sur votre définition du mariage, vous l'avez dit, c'est la réunion. Vous avez parlé de beaucoup d'autres points du mariage que pour moi sont des points importants, mais en même temps, vous avez dit que c'est la réunion de 1 ou 2 personnes qui se mettent ensemble. Mais peut-il être que la réunion de 1, 2, 3, 4 personnes, voire plus de 2? Comme je disais tantôt, j'ai parlé de la définition basique, c'est-à-dire que de prime abord, quand on parle de mariage, de mon point de vue, c'est ce qu'on voit. Maintenant, selon les motivations et selon le projet, comme je dit tantôt, parce qu'il s'agit de construire un projet, selon le projet, on peut parler, oui, de 3, de 4, voire de 5 personnes. Parce que en tant qu'Africain, et là maintenant je parle en tant qu'Africain, il est possible d'avoir ce que nous appelons les mariages polygamiques. Dans les mariages polygamiques, il est possible qu'un homme puisse avoir au-delà d'une femme, donc c'est-à-dire à partir de 2 femmes, et ce jusqu'à un nombre parfois assez conséquent d'épouses. Donc, oui, ça peut être l'union entre pas seulement 2 personnes, mais si on regarde sur le plan africain, purement africain, ça peut être l'union de plus de 2 personnes. Donc, on peut compter 5 personnes dans une union, par exemple. Et c'est justement pour poser la question, pourquoi la polygamie n'a pas la même reconnaissance dans la culture occidentale, si ce n'est pour dire africain en général? Parce que pourquoi la polygamie n'a pas la même reconnaissance dans nos sociétés, selon vous?
Pour moi, j'appelle ça l'hypocrisie. J'appelle ça hashtag nonsense. Qu'en pensez-vous? Déjà, il faut comprendre, déjà, bon, je suis pas européen, je serais mal placé pour donner les raisons pour lesquelles il refuse de l'accepter. Mais je pense que euh, dans votre question, vous allez en même temps donner la réponse. C'est-à-dire que c'est une forme d'hypocrisie notoire parce que tout le monde sait bien que ces personnes qui positionnent la polygamie comme étant un phénomène contradictoire à leur société, tout le monde sait très bien que ces personnes sont des personnes essentiellement polygames au vu du nombre de compagnes qu'ils ont et qu'ils entretiennent, au vu et aussi de tout le monde. Donc je dirais plutôt que c'est une forme comment dirais-je, une forme de combat de la culture de ce qui vient d'ailleurs, c'est-à-dire que on n'accepte pas se faire imposer une culture qui vient d'un peuple, entre guillemets, qu'on ne considère pas, le peuple africain. Pourtant, dans les faits, c'est pratiqué et c'est, entre guillemets, reconnu parce que, voyez-vous, comme je disais tantôt, tout le monde sait bien comment cette société vit. Donc, un mari, un homme a plusieurs compagnes. Vous avez dit plutôt, quand j'ai dit dans le contexte un peu européen, vous avez dit que vous ne saurez répondre parce que vous ne vivez pas en Europe. C'est vrai, mais en même temps, est-ce que bon, j'aimerais un peu dévier du sujet pour dire, est-ce que l'homosexualité est un mœurs africain? Parce que nous revenons, nous sommes dans un monde où nous parlons si nous sommes dans un monde globaliste ou bien nationaliste. Donc, le mariage polygamie n'a pas la même reconnaissance que le mariage monogamie. Peu importe là où on est. C'est peut-être une part de notre culture. Donc, moi, je voulais vous poser la question. Ne pensez-vous pas que vivons-nous dans un monde inclusif ou exclusif en termes de culture? Je pense que il y a le phénomène, le principe de liberté voudrait bien qu'on ne puisse pas enfermer certains concepts à certains endroits. Mais au-delà de cela, au-delà de ce principe de liberté, il y a ce qu'on appelle les valeurs. Ce qu'on appelle les valeurs. Et je crois que ce qu'on essaye de vulgariser, entre guillemets, généralement, doit être des choses basées sur certaines valeurs. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle valeur? Je crois qu'en même temps, vu la complexité et la difficulté dans le monde qu'on vit actuellement, le mot valeur n'a pas la même signification ici qu'ailleurs. Donc, c'est ça qui rend la tâche, extrêmement difficile en ce qui concerne l'acceptation ou non de certains principes de vie. Par rapport aux questions précédentes sur la polygamie, c'est pour ça que je disais, quand vous avez suivi mon propos, à ma définition basique, j'ai bien expliqué ce que je pense du mariage, de comment je définis le mariage. Mais quand j'ai brandi ma posture d'Africain, je suis allé au-delà de ce que j'ai décrit dans un premier temps. Donc, je pense que c'est par rapport à votre situation géographique que vous essayez d'expliquer et d'appréhender certains concepts. Je suis tout à fait d'accord avec vous. J'en reviens sur une autre question. Que pensez-vous de ce qui s'est passé à Colbison? Parce que vous avez dit en tant qu'Africain qui vit au Cameroun, pas en tant qu'Européen, parce que, par exemple, moi, je suis basé en Écosse. Bon, mais ce qui s'est passé à Colbison, Yaoundé, au Cameroun, où durant la cérémonie de mariage, la mariée a refusé le régime polygamie. Ne nous retrouvons pas dans un... Bon, quelle est votre interprétation de ce qui s'est passé à Colbison? Comme je disais tantôt, en tant qu'Africain, la chose qui est pratiquée, la polygamie, c'est quelque chose de pratiqué. Pardon. Maintenant, c'est quelque chose de pratiqué, mais je crois que comme tout choix, ça doit être discuté, ça doit être pensé avant d'être réalisé. Vous savez, avec les informations qui fusent de partout, la bonne information sur ce qui s'est passé à Colbison, je peux me tromper, mais des informations que j'ai, c'est que il y a une discussion sur le régime monogamique
et que les deux parties ne se seraient pas mises d'accord. À savoir que l'homme, la famille de l'homme et l'homme, le mari, préconisaient la polygamie, tandis que la femme préconisait la monogamie. Il y va de soi que, ne s'étant pas mis d'accord au préalable, que devant le maire, il y a justement un souci parce que je crois que les mariés généralement vont devant le maire avec une idée claire parce qu'ils auront discuté avant. Là, je pense qu'il y a eu un conflit parce qu'ils n'ont pas pu se mettre d'accord avant et je ne sais pas comment ils ont pensé que par magie, ils devaient se mettre d'accord devant le maire. Donc là, on assiste à une situation où il y a eu des accords dès le départ et forcément, ça avait un impact devant le maire puisque il n'y avait pas eu entente sur le type de régime. Sur le type de régime. Du coup, ça porte un coup à l'union qui n'a malheureusement pas pu être célébrée. Pas parce que le problème ici est la polygamie, mais parce que le couple ne s'est pas entendu sur le régime qu'ils devaient adopter pour leur union. Donc, comme quoi, c'est un problème de communication. Et justement, nous vivons où ce qui s'est passé à Corbison peut se passer n'importe où. Et j'aimerais justement vous poser une question, parce que Corbison, c'était le mariage civil. Bon, quelle est la place du mariage traditionnel, si ce n'est pour dire la dot? De nos jours, dans notre société, en tant qu'afro-caribien, quelle est la place du mariage traditionnel? Moi, je crois que le mariage traditionnel a plus de valeur que le mariage civil. Qu'en pensez-vous? Vous savez, il y a des choses, il y a des choses, il y a des choses, il y a des choses qu'on dit, il y a des concepts qu'on met sur pied, mais en fait, qui sont des concepts, mais dont le contenu est vide, en fait. Je crois que si on recule dans le temps, la question ne devrait pas se poser parce que ça allait de soi. L'union de deux personnes, la plus sacrée, c'était la partie traditionnelle. Au vu de ce qu'on appelle, entre guillemets, la mondialisation, qui ne signifie rien à mon humble avis concernant certains sujets, on a désacralisé le mariage traditionnel. Vous vous rendez compte, on est parti jusqu'à fixer un mot, on est parti jusqu'à vouloir légitimer à l'Assemblée nationale. Je dis ça, je crois, bon. On a voulu donner un taux à ce qu'on appelle la dot. Vous voyez à peu près, en fait, on est en train de vider, comme je disais tantôt, le contenant d'un contenu qui était essentiel à l'union de deux personnes. Je pense que nous devons être les garants de notre tradition et que l'union de deux personnes, l'étape la plus importante devrait être celle traditionnelle. Maintenant, on vit dans une société dont on dit moderne. Quelle est la valeur juridique de l'union traditionnelle? Je crois que c'est là où se pose un petit problème au vu de la société dans laquelle on vit. Si le plan de la sacralité, il n'y a pas de souci, c'est-à-dire votre union, quand elle a été scellée dans les normes de la tradition, vous confère une certaine dignité traditionnelle. Maintenant, vous voyez, vu que le mariage déjà en lui-même ne représente plus ce qu'il représentait il y a longtemps, c'est-à-dire le mariage est beaucoup plus aujourd'hui considéré comme un trophée qu'il faut décrocher. Et du coup, en parlant de trophée, la matérialisation du trophée, c'est l'acte de mariage que généralement les mariés brandissent. Et c'est la course à l'acte de mariage. C'est pour ça que vous voyez justement dans un frein ou une certaine mise en arrière de l'aspect traditionnel au profit de la course vers le trophée qui est l'acte de mariage en fait, de le mariage civil. Direz-vous alors que le mariage de nos jours, parce que vous avez dit le mariage de nos jours est vidé de son contenu, et vous avez parlé de trophées, direz-vous alors que le mariage de nos jours, les gens le font pour les réseaux sociaux? Oh, c'est une forme de se montrer, oh je suis marié. Donc, où est la place? Anyway. De toute manière, qu'en pensez-vous? Donc, le mariage est devenu un truc de network marketing, des réseaux sociaux pour se monter, pour se vanter? Pas forcément pour les réseaux sociaux, mais beaucoup plus. Déjà, je crois que le mariage, la base, c'était l'amour. Je crois que la base, c'est l'amour, c'est la volonté de vivre ensemble.
c'est la volonté d'apporter du sien à quelqu'un qu'on connaît qui puisse le développer davantage et vous faire grandir ensemble. Mais si je me base sur ma petite expérience de ce que je peux, de ce que je peux voir, de ce que je peux contempler ci et là, on va pas se mentir que c'est beaucoup plus devenu une affaire où euh, on se met avec le plus offrant, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire parce que on essaie de sécuriser entre guillemets sa vie. Quand vous voyez les mariages de jeunes filles avec de vieils hommes entre guillemets, c'est-à-dire parce que la logique voudrait que ce type d'union ne soit pas une union basée sur l'amour. Il va de soi qu'il est basé sur autre chose que l'amour, donc beaucoup plus porté vers l'intérêt et l'argent. Donc, quand je dis ça, je peux rajouter que on peut également observer que beaucoup de filles par mimétisme. C'est-à-dire, ok, j'ai ma copine, elle s'est mariée avant-hier. Moi, je suis là dans le même âge, je ne suis pas encore marié. Indépendamment de savoir quelles sont les valeurs que la personne avec laquelle je vais me marier a, qu'est-ce qu'il peut m'apporter, comment il peut contribuer à ce que je sois une meilleure personne. Le but étant de se caser avec quelqu'un juste parce qu'on a vu quelqu'un d'autre se caser et que, ok, on puisse dorénavant m'appeler Madame telle. Le revers de la médaille est justement ce que vous pouvez vous-même observer, parce que je suis sûr que vous observez beaucoup la société. Le revers étant que on observe beaucoup de foyers où c'est tellement compliqué, on observe beaucoup de divorces, et on observe beaucoup de jeunes filles fracassées mentalement, psychologiquement dans la société. Ça s'explique en amont. Serge, Serge, vous avez parlé tantôt de problèmes. Donc, direz-vous que nous avons un problème de rééducation, de définition des valeurs. Nous avons perdu nos valeurs. Vous avez parlé de... En même temps, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que la polygamie fait partie de la culture africaine? Est-ce que la polyandrie fait partie de la culture africaine? Commençons avec la polygamie. Non, la polygamie, au départ, vous avez dit ça, elle fait partie de la culture afro-caribéenne, mais est-ce que la polyandrie fait partie de la culture afro-caribéenne, d'après vous? Pour moi, j'appelle ça hashtag nonsense. De ce que je connais, je sais qu'il y a les peuples qui pratiquent la polyandrie, mais je n'ai pas l'information exacte si parmi ces peuples, il y a des peuples africains. Donc, à ma connaissance, je crois que c'est une culture africaine, de ce que je connais. Donc, la polygamie, oui, comme je disais tantôt, mais la polyandrie, je ne pense pas. Mais que direz-vous alors à tous ceux-là qui disent que la polyandrie devait être acceptée au même titre que la polygamie dans la culture afro-caribéenne? C'est la raison pour laquelle je vous posais tantôt la question. Vous avez dit que vous n'êtes pas européen, vous ne pouvez pas parler en tant qu'un Africain vivant en Afrique pour les sujets européens, ce qui est votre droit et qui est tout à fait normal. Et je reviens avec ce thème de la polyandrie, justement pour vous poser la question, est-ce que c'est un truc africain? Que pensez-vous et que direz-vous à tous ces gens, à toutes ces femmes africaines qui revendiquent le droit d'avoir plus d'un mari? J'ai pas bien suivi. Que dirais-je à toutes ces femmes qui pratiquent la Et polyandrie? que pensez-vous de ces femmes, au même titre que ces hommes qui revendiquent la polygamie? Que pensez-vous de ces femmes de ces femmes afro-caribéennes qui revendiquent la polyandrie? Euh, ok. Déjà, il faut bien comprendre. Déjà, il faut bien. Je suis pas un gardien de tradition. Je suis pas un initié. Ce que je fais, ce que j'observe. Déjà, il faut partir du principe. Pourquoi je parle là de mon point de vue. Je n'inclus pas les recherches et les fondements de quoi que ce soit ici. Je parle de mon expérience à moi, Non, de non, mes non. recherches personnelles. Et, Serge, avant que vous le continuiez, exactement, ce talk show s'appelle Mon point de vue sur la culture, où les auditeurs, n'importe qui est bienvenu, est la bienvenue pour partager son point de vue sur la culture, sur mon point de vue sur la culture. Donc, nous ne sommes pas professionnels, nous ne sommes pas experts. Vous l'avez dit, nous observons la société et nous partageons notre approche. Donc, n'hésitez pas à nous contacter sur le sujet du jour et à partager votre point de vue. Donc, comme était en train de dire,
Que pensez-vous de la polyandrie? Déjà, comme je disais, vous êtes en train de me poser la question de savoir que pensez-vous de ces femmes Yeah. qui réclament la polyandrie au même titre, de ces femmes afro qui réclament la polyandrie au même titre que la polygamie. Je dirais qu'il faut bien partir sur les bases de départ, à savoir que euh, je crois que dans la culture africaine, le problème s'est posé parce que l'homme est considéré comme le chef de famille. Chef de famille, comme celui qui a la force, qui ramène tout à la maison. Et les femmes s'occupent de lui, s'occupent de sa gloire, s'occupent d'organiser la famille. De ce simple point de vue, il serait mal perçu qu'une femme puisse avoir autour d'elle autant d'hommes, l'homme étant considéré comme le chef de famille. C'est-à-dire que dans la culture africaine, le chef ne peut donc pas, on ne peut donc pas avoir plusieurs chefs pour une seule femme. Rien que de ce point de vue, je pense que la logique, il va de soi qu'on ne peut pas parler de polyandrie sur le continent africain. Rien que de ce principe qui part de ce que l'homme est le chef de famille. On ne pourrait donc pas retrouver des familles, a priori, où c'est la femme qui est chef de famille. Serge, êtes-vous en train de faire une référence par rapport au poulailler, où on dit il n'y a qu'un seul coq dans un poulailler? Si je me permets d'emprunter ce jargon. Effectivement, c'est exactement de ça qu'il s'agit. Donc, on ne saurait avoir une basse-cour où on trouve un coq et le reste des habitants de la basse-cour sont des poules. Ça veut dire qu'en fait, comme on dit souvent aux enfants, cela ne se peut pas. Donc, c'est parti de ce principe qu'on ne peut pas trouver la polyandrie sur le continent africain. Et que pensez-vous des boss ladies? Parce que pour moi, je crois que vous avez dit l'homme est le chef de la famille. Et que pensez-vous des boss ladies? Parce que c'est que la communauté afro-caribéenne, particulièrement même au Cameroun, est affectée, pas affectée, parce que dire affectée, c'est comme si c'était négatif, a un nombre indéfini de boss ladies. Et comme vous avez dit, dans un poulailler, il n'y a qu'un seul coq. Mais que pensez-vous des boss ladies, exemple? Parce que nous parlons du mariage. Mais quelle est votre opinion des boss ladies en tant que chef de famille? Déjà, boss lady, je sais pas les qui ont baptisé, de qui est le concept, mais je crois que ce sont les déformations de la société, ce sont les déformations de la société actuelle. Ce sont les déformations de la société actuelle. Malheureusement, que certains acceptent à tort ou à raison, tout dépend de chacun. Mais je pense que ce sont des phénomènes qui sont venus fragiliser justement la sacralité de la tradition africaine. Parce que, comme on dit chez nous, un bantou, la culture bantou impose de fait que l'homme soit le chef de famille. Maintenant, comme je disais tantôt, les déformations de la société actuelle ont voulu que il se retrouve qu'on ne vit plus comme à l'époque. Ceci veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est possible de nos jours de trouver un foyer où une femme, parce qu'elle aura eu des meilleures études, aura eu des meilleures opportunités, parfois on ne sait pas trop comment, se retrouve à avoir assez de moyens au détriment de l'homme avec qui elle décide de se mettre en couple. Prenant en compte le fait qu'elle a beaucoup de moyens, s'auto-proclame chef de famille et l'homme qui vit avec elle, tantôt dans une société où on court c'est la course aux moyens, se rabaisse objectivement et simplement au rang de monsieur de maison. Et le phénomène va tellement grandissant. C'est pour ça que vous voyez, il est donc possible chez nous dans notre société aujourd'hui de voir des femmes que vous appelez boss lady. Vous les voyez, elles ont pignon sur rue. Elles se filment avec leurs enfants, mais vous ne collez jamais un visage sur les pères. Donc le mec, il n'a même pas, le droit d'être affiché en public. Actuellement.
Non, c'est justement les raisons pour lesquelles, pour moi, je me dis, le mariage est sacré, vous l'avez dit. Et nous vivons dans un monde où certaines personnes disent qu'on a évolué, que le monde a évolué, les mentalités doivent évoluer. Donc, jusqu'où l'évolution va? Parce que nous sommes en train de parler du mariage, de boss lady, de la responsabilité. En fait, quelle est la responsabilité des hommes de nos jours? Il y a beaucoup de femmes, par exemple, qui m'ont dit que c'est parce que les hommes africains sont devenus mous que nous retrouvons tous ces genres d'échecs dans le foyer. Telle sorte que le manque de suivi des enfants et le manque de responsabilité et d'autorité dans la famille. Pensez-vous que la raison principale peut que Dieu fait que la plupart des hommes des hommes africains des hommes noirs sont devenus mous? Sont devenus mous, je ne sais pas, mais ça peut être l'une des raisons. Mais moi, je porterai l'une des raisons principales sur le manque d'éducation parce que, figurez-vous, il faut pas qu'on croie que nos mamans à l'époque, moi j'ai dans ma famille personnelle un oncle qui avait une femme qui était mieux rémunérée que lui. Si on te disait pas, tu n'aurais jamais su. Et se comportait comme une femme à la maison, comme il se doit. Donc moi je pense que c'est pas question d'être devenu mou. Je pense pas que ce soit ça je pense pas que ce soit ça la principale raison. Pour moi, la principale raison réside dans l'éducation. C'est-à-dire que les femmes aujourd'hui, la génération actuelle a un déficit d'éducation qui fait que parce qu'une femme a l'argent, elle refuse de prendre sa place. Je m'explique. On croit que la place de la femme qu'elle avait à l'époque, à savoir gérer le foyer, s'occuper des enfants, tout, résidait dans le fait qu'elle n'avait pas de moyens. Non, ce n'était pas parce qu'elle n'avait pas de moyens. C'est une question de rôle. C'est une question de rôle. Et le rôle n'est pas influencé par la quantité des moyens qu'on a. Donc, c'est un problème d'éducation. Comment on éduque les filles aujourd'hui? C'est ça la question. Pour moi, la question fondamentale. Comme je vous dis, moi, je connais un cas où, dans un domicile, la femme était mieux rémunérée que l'homme, gagnait mieux sa vie. Mais quand vous allez chez eux, vous ne pouvez pas avoir une indication qui vous fait croire que, ok, ici, c'est la femme qui gagne le plus, parce que l'homme a toute son autorité et la femme prenait bien sa place de femme. Donc, je répète en disant que le problème ici est le déficit d'info et le déficit d'éducation parce que les femmes ayant de moyens pensent que il faut pouvoir s'attaquer au rôle du chef de famille parce qu'on a les moyens. Donc, c'est un problème d'éducation, fondamentalement. Il peut y avoir d'autres raisons connexes, mais le problème phare, c'est le problème d'éducation. Donc, l'éducation est la clé de toute chose. Donc, pour vous, la raison pour laquelle nous avons... donc, ce n'est pas le fait que les hommes sont devenus mous que nous nous retrouvons. Par exemple, dans la communauté afro-caribéenne, ici en Occident, la communauté noire connaît un taux élevé de divorce. Si ce n'est pour dire la communauté camerounaise en particulier. Donc, et vous avez dit, et tantôt, vous avez parlé d'un cas où la femme gagnait plus que son mari. Et quand vous entrez dans cette maison, vous ne vous en rendez pas compte. Mais de nos jours, j'en connais beaucoup de foyers où quand c'est la femme qui gagne plus que le mari, c'est juste une question de force. Mais que direz-vous par rapport à ceux qui pensent que les femmes qui gagnent plus que leur mari et sont toujours soumises sont des mougous? J'ai pas bien suivi. Que dirais-je de... Que pensez-vous alors de ces gens qui disent aux femmes que quand vous êtes dans un foyer et que vous gagnez plus que votre mari, c'est vous qui devez être le chef de famille? Et s'il arrive que, par exemple, dans votre cas, vous avez pris un exemple où la femme gagnait plus que son mari, mais quand vous entrez dans cette maison, on ne pouvait pas savoir exactement qu'elle gagnait plus que son mari parce qu'elle gagnait une certaine forme de soumission. Donc, que direz-vous par rapport à ceux qui pensent que ces femmes qui ont le pouvoir financier restent soumis à leur mari? Certaines personnes les appellent les mougous. Qui peut dire un autre terme. Je ne sais pas comment dire ça en bon français, mais en français, comme on dit, les mougous. C'est la même chose. C'est un problème d'éducation. C'est-à-dire que comment on va dire à une personne qui a une place bien définie par la société, parce que comme je dis tantôt, je suis parti sur le principe qu'on parle de la société africaine et que les rôles sont identifiés, c'est-à-dire que l'homme est chef de famille, la femme est la maîtresse de maison.
comment à cause des moyens, des gens vont vouloir inverser un rôle. Et ce n'est pas un rôle qui a été attribué par, je vais dire, par vote ou bien par élection. C'est un rôle naturel, c'est un rôle traditionnel en fait. C'est notre culture. C'est comme ça qu'on a pensé vivre en fait. Donc, ceux qui le pensent, je crois que comme je disais tantôt, on revient sur la même problématique. Ceux qui le pensent ont un déficit d'information, ont un déficit d'éducation. Et c'est pour ça que il faut faire attention à ceux qui éduquent nos enfants parce que c'est des messages qui sont véhiculés et qui vont de fil en aiguille pour constituer des sociétés où on ne pourra rien rattraper. Une femme qui aime que son mari n'a pas de raison d'être traitée de molle parce qu'elle occupe sa place. Parce que la place qu'elle occupe n'est pas fonction des revenus qu'elle a dans son foyer. Chers auditeurs, nous avons fait une pause musicale en écoutant Lidl Fit Avero Jazz. Le titre de la musique, c'est Bango Bango, qui nous vient du Cameroun. Listening to Jambo Radio Scotland. You can now download our mobile app, available in the App Store, Play Store, or Google Store. You can also listen to us live on your smart speakers. Jambo Radio. Hello, chers éditeurs. Bienvenue une fois de plus. C'était Lidl Fit Avero Jazz. Le titre de la musique, c'est Bango Bango, qui nous vient du Cameroun. L'invité du jour, c'est Serge Timi, qui vient aussi du Cameroun. Et le topic de ce jour, nous parlons du mariage et du complexe de la femme noire. Mais durant notre conversation, monsieur Serge, vous avez mentionné quelque chose qui a attiré mon attention énormément, qui est l'éducation. Pour vous, à qui revient l'éducation alors de nos jours dans le mariage? Ok, à qui revient l'éducation? Je crois que sans embâche, on va dire aux parents. L'éducation première des enfants revient aux parents. C'est les parents qui éduquent les enfants parce que les parents sont comme, je crois que si je pars sur un certain principe, les parents sont comme les parents sont les dieux des enfants sur la terre. Donc je crois que ce sont les premières personnes à inculquer les valeurs de la vie aux enfants. Après, le relais est pris par le secteur de l'éducation, par le secteur de l'enseignement, commencer par la maternelle, le secondaire, l'université. Mais il faut qu'on sache que l'éducation des enfants, la transmission des valeurs se fait par le biais des parents. La société, à travers le système scolaire, vient compléter les valeurs en essayant de bien situer l'environnement dans lequel on se situe pour mieux se mouvoir dans cet environnement, réussir sa vie. Mais les valeurs éducationnelles pour pouvoir transformer un homme sont, de mon point de vue, données par les parents. Un fait d'actualité. Parlons de Camus Gate, l'affaire en ce moment qui est en train de bouger la toile camerounaise. Que pensez-vous de l'affaire Martin, Camus, Mime et Malika? Pour moi, j'appelle ça un hashtag nonsense. Merci. Déjà, il faut pouvoir dire que c'est une affaire qui a explosé sur les réseaux sociaux. Et qui dit réseaux sociaux, je ne sais pas trop comment les réseaux sociaux sont utilisés en Occident et particulièrement en Grande-Bretagne où vous êtes. Mais chez nous, les réseaux sociaux sont devenus un tribunal, sont devenus un vaste tribunal et tout le monde s'est mis en juge et en magistrat. C'est pour ça qu'il faut faire très attention avec les affaires qui sont portées sur les réseaux sociaux et tout, parce que comme je disais tantôt, c'est devenu un tribunal et les abonnés des différents réseaux sociaux se sont mis en juge et en magistrat. C'est pour ça qu'il peut arriver qu'une victime est présentée comme, comment dire, une victime peut être présentée comme telle, pourtant elle ne l'est pas, et vice-versa. Parlant de l'affaire Camus, le Camus Gate, comme vous le dites si bien, et la jeune dame Malika, déjà mon premier propos, quand cette affaire éclate, mon premier propos
mon point de vue, il est clair et il n'est pas négociable. On ne peut pas permettre à un homme de diffuser la nudité d'une femme. Ça, je ne veux pas savoir quel homme diffuse la nudité de quelle femme. Cet homme doit être sanctionné à la hauteur du préjudice causé. Si nous sommes des êtres humains, je crois que nous sommes des êtres humains parce qu'il y a des femmes. Les femmes sont les mères de l'humanité, c'est elles qui donnent la vie. On ne saurait diffuser leur nudité publiquement avec le relais des réseaux sociaux, comme sur cette affaire. Donc, mon point de vue, déjà, mon premier point de vue sur cette affaire, c'est celui-là. Il faut sanctionner avec la dernière énergie les personnes qui diffusent la nudité des autres, particulièrement la nudité des femmes. Ça, je suis clair là-dessus. Maintenant, sur l'affaire proprement dite, je crois que jusqu'ici, personne n'a la vérité. Parce que, je disais tantôt, les gens sont mis en juge et en magistrat. Personne n'a la version officielle de ce qui s'est déroulé exactement dans ce bureau. Il y a beaucoup de supputations, il y a beaucoup de communiqués, il y a beaucoup de ragots autour, mais personne n'a la version exacte de ce qui s'est fait. Maintenant, on peut se faire une idée à travers ce qu'on entend et ce qu'on dit ça et là sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram et tout et tout. On n'a pas la vérité, mais au moins on peut relever certaines choses. On peut relever les faits entre guillemets, de proxénétisme. Ça, on peut le relever parce que les vidéos qui circulent font état de rapports sexuels de personnes. Serge, je vous interromps là justement pour en revenir parce que quand je parle de l'affaire Camus Gate, c'est pas pour que nous nous portons en juge et en jury pour dire qui a tort, qui a raison. Pour moi, j'attire l'attention dans la mesure où, pour moi, cette affaire, c'est une distraction. C'est une autre distraction. Je ne suis pas en train de dire que la victime ou bien le bourreau n'a pas ses droits ou bien n'a pas les conséquences à payer. Mais pour moi, c'est une distraction dans la mesure où à qui revient la responsabilité? Parce que nous vivons dans une société, au lieu de faire face aux causes, nous évitons les causes pour adresser les conséquences. Aujourd'hui, cette affaire, ça peut être n'importe qui. Mais quelles sont les conséquences? Vous avez parlé tantôt de la proximité. Quelles sont les conséquences de la jeune fille de nos jours? Quelles sont les causes? Quelles sont les responsabilités de la jeunesse camerounaise dans ce genre de choses? Parce que c'est facile de blâmer, de porter toute l'attention sur les vieux, mais quelle est la responsabilité? Parce que vous avez mentionné un truc très tôt qui a attiré mon attention, c'est où je me permets de dévier un peu le sujet, ou attendons un peu sur l'éducation. Quelle est la responsabilité de la jeunesse camerounaise dans ce genre de crimes, avant que nous revenons sur les réseaux sociaux? La responsabilité, elle est claire, elle est simple, elle est établie. Il faut avoir certaines valeurs. Ces valeurs sont les valeurs de société. Je peux comprendre que c'est difficile parce que moi j'aime partir sur le point de vue pragmatique. Je n'aime pas prendre les concepts vides, c'est-à-dire qu'on dit il faut être comme ça. Moi j'aime partir avec les réalités, c'est-à-dire que la logique et l'idéal serait de partager certaines valeurs. Il faut bien qu'on les partage. Maintenant, la question est plutôt pourquoi les jeunes ne partagent pas certaines valeurs. Et c'est là qu'on va retrouver facilement l'implication de la responsabilité des jeunes dans ce type d'affaires. La jeunesse aujourd'hui est tournée vers un modèle de réussite qui est, je ne sais pas comment je vais l'appeler, je voulais dire sorcier, mais ça ne cadre pas bien, est tournée vers un modèle de réussite qui est sans effort et par tous les moyens. C'est pour ça que cette jeunesse peut tomber facilement dans certains pièges, comme le piège où peut mener ce type d'affaires qui expose la toile. Donc la responsabilité de la jeunesse est celle d'une jeunesse qui refuse d'accepter les réalités avec lesquelles elle vit et de s'efforcer à travailler durement pour essayer de changer ses conditions. C'est ça la responsabilité de la jeunesse camerounaise. Une jeunesse qui ne veut pas accepter les difficultés auxquelles elle fait face et travailler pour surpasser ces difficultés. C'est pour ça qu'elle peut tomber dans différents pièges que tant différentes personnes de moralité peu douteuse.
Vous avez parlé tantôt qu'un homme normal, et si est d'accord avec vous, la moralité a foutu le camp dans la plupart des sociétés, malheureusement. Je reviens sur le sujet où nous parlons de l'éducation encore une fois de plus. Nous sommes dans un monde où les gens nous avons tendance à faire face aux conséquences au lieu d'affronter les causes pour éviter les mêmes erreurs au futur et au futur et au futur pour que nos enfants puissent avoir une autre et d'autres propositions. Quand je parle des causes, c'est justement, je mentionne l'éducation de la jeunesse. Vous parlez, les jeunes de nos jours aiment la route facile parce que de nos jours, la plupart des filles envoient des vidéos nues d'elles à des dragueurs ou bien à des petits copains, des petits amis. Donc, pour moi, c'est à qui revient la responsabilité? Parce que l'acte est là. Nous allons passer le temps à bavarder, mais comment pouvons-nous empêcher que cet acte se reproduise au maximum dans un futur proche? Qui a la responsabilité? Est-ce que c'est... Parce que ces crimes, ce n'est nouveau pour personne, c'est vieux comme le monde. Ça se passe partout, que ce soit en Europe, ou que ce soit en Europe, je suis en Amérique, en Afrique. Ce n'est un crime pour personne et tout le monde le connaît. Demain, on aura encore d'autres. Mais comment pouvons-nous, à notre niveau, toi et moi, contribuer à ce que nos enfants puissent avoir une meilleure des résultats différents? Mais en fait, on va pas procéder par la magie. C'est ce qui se fait depuis des siècles, ce qui se fera encore et toujours parce qu'il y a pas une formule magique en réalité. De sorte que il y a pas, oui, il y a pas malheureusement, il n'y a pas une formule magique. La société va sans cesse avec une certaine évolution qui peut être positive et malheureusement qui peut être négative. La seule arme dont nous disposons, c'est l'éducation. Et il faut pouvoir adapter, il faut pouvoir adapter cette éducation au contexte, hein, d'Afrique, aux réalités. C'est-à-dire, de mon point de vue, il est préférable d'éduquer les gens en prêchant par l'exemple, qu'en leur racontant un tas de théories, parfois dans lesquelles ils ne se retrouvent même pas eux-mêmes. Donc, La raison pour laquelle, je m'excuse de te couper, la raison pour laquelle j'ai dit tantôt, l'affaire Camus Gate, c'est hashtag nonsense, et que c'est une diversion, parce que nous avons la jeunesse afro-caribéenne, que ce soit en Afrique, que ce soit en Occident, dont la drogue sévit exagérément et qui est impactée par la drogue. Au Cameroun, ce n'est un secret pour personne. Dans plusieurs écoles en Afrique, ces 10 dernières années, la drogue est un produit consommé par excellence. Pourquoi ça a tardé? Pourquoi est-ce que les conséquences de la drogue au milieu scolaire n'ont pas la même retentissance que Camus Gate au Cameroun? C'est pas une certaine forme de hashtag nonsense? C'est la raison pour laquelle il parlait de hashtag nonsense. Qu'en pensez-vous, M. Serge? Malheureusement, ce que vous relevez est déplorable, mais on dirait que ça arrange certaines personnes. C'est pour ça que le procédé est toujours le même. Voyez-vous, on va dire que plusieurs personnes savent ce qu'il faut faire, mais ne le font pas. Exemple. Ça devient très compliqué. Ça devient très compliqué. Il faut pouvoir trouver les voies et moyens. Il faut pouvoir trouver les voies et moyens de vulgariser un certain type de valeur auprès des plus jeunes, en fait. Et que pensez-vous de l'émancipation? Parce que parlons de l'émancipation. Que pensez-vous de l'émancipation de la femme? Nous vivons, pas de la femme, de l'enfant en général. Est-ce que l'enfant n'a pas droit à l'émancipation? Parce que certaines personnes diront que la société traditionnelle, la société africaine telle qu'on l'a connue, peut-être qu'il y a 10 ans, peut-être qu'il y a 20 ans, était plus agressive envers la femme et les enfants.
et que la société moderne est plus... Donc, quelle est votre opinion sur l'émancipation? C'est un phénomène sur lequel il faut pouvoir, c'est un phénomène sur lequel il faut pouvoir anticiper. C'est un phénomène déjà, c'est un phénomène naturel. C'est un phénomène sur lequel il faut pouvoir anticiper. Comme je disais tantôt, les mœurs sont des choses qu'on peut contrôler, mais à condition qu'on adapte l'éducation au contexte et aux réalités. C'est-à-dire, charger les gens avec des trucs abstraits ne leur permet pas de comprendre certaines réalités. Il faut vraiment pouvoir s'appuyer sur des modèles de société, de telle sorte que les gens puissent s'identifier, se reconnaître en certaines personnes qui partagent certaines valeurs. Est-ce que pour des raisons économiques, devons-nous rejeter nos cultures? Je pose cette question. Est-ce que pour des raisons économiques, devons-nous rejeter notre culture, notre identité, ou bien nos valeurs? La réponse est directe, c'est non. Parce que il n'y a pas que l'argent dans la vie. Il n'y a pas l'argent dans la vie. Si on se pose une telle question, malheureusement c'est la question que beaucoup se posent, mais si on se pose une telle question, on couvre la ruine. C'est pour ça que je reviens sur un concept qui est essentiel, à savoir inculquer les valeurs aux plus jeunes. C'est la meilleure arme, en notre possession. C'est la meilleure arme en notre possession. Si on ne le fait pas, ok, on laisse la société éduquer les enfants et les résultats sont alarmants. Dans les traditions, dans les traditions africaines, vous retrouvez beaucoup de valeurs, énormément de valeurs qui font la fierté des individus en tant qu'hommes. Parce qu'elles sont des valeurs qui grandissent la personne, comme la charité, l'effort, le partage et autres. Si ce n'est pas ces valeurs que vous inculquez à une personne dès le bas âge, alors la société va s'occuper d'inculquer les valeurs qu'elle prône à ces personnes. C'est pour ça que vous voyez la course effrénée à l'argent au détriment de notre culture et tout. C'est parce qu'il y a un manquement quelque part à un niveau, à un moment bien précis. Parce que c'est comme un virage, c'est-à-dire qu'on l'a loupé, on fonce tout droit vers le champ. Et donc, il faut repenser comment on éduque les plus jeunes à la base. Qu'est-ce qu'on leur inculque comme valeur? Sauf que ça ne s'arrête pas là, parce que inculquer les valeurs, il faut bien que ceux qui inculquent les valeurs puissent prêcher par l'exemple. Parce que je crois qu'on apprend plus de ce qu'on voit que de ce qu'on entend, malheureusement. Mais il faut bien que des personnes dites ressources soient le reflet de ce qu'ils essaient de transmettre aux plus jeunes. Parce que ce serait un atout de recevoir certaines valeurs, mais de les voir partagées par ceux qui nous les donnent en fait. Cette question, je la pose dans la mesure où... direz-vous que dans une certaine mesure, nous devons faire un troc entre l'argent et nos valeurs, ou c'est pas possible pour nous de faire tronc commun avec ces deux? Parce que, est-ce que pour les raisons économiques, nous devons abandonner nos valeurs? Ça se retrouve dans le mariage, où nous avons un taux énorme de divorce. Ça se retrouve dans la jeunesse, où nous avons des jeunes qui deviennent... Quelle est votre opinion sur le porte-monnaie magique? Je sais pas, je sais pas si j'ai une opinion dessus, mais je classe ça dans les multiples dérives justement de ce qu'on disait tout à l'heure, les dérives de la société moderne entre guillemets, la recherche effrénée de l'argent contre le culte de l'effort. Parce qu'imaginez-vous si vous aviez reçu comme valeur pour obtenir l'argent le culte de l'effort,
le travail acharné, il y va de soi que des phénomènes et des fléaux comme le porte-monnaie magique ne sauraient vous intéresser parce que on aura bâti votre éducation sur le fait de s'éloigner de la facilité. Parce que tout le monde sait a priori que la facilité a un prix et que la richesse soudaine également a un prix. Donc je pense que c'est un phénomène, c'est une malformation de la société actuelle et qui peut marcher justement parce que les gens ont un déficit de valeur. Ils se retournent donc vers tout ce qui est rapide à obtenir, tout ce qui est bref à avoir, tout ce qui est entre guillemets facile à obtenir sans penser aux conséquences parce que à la base, ils n'ont pas une bonne fondation en termes de valeur sur la recherche des richesses. Justement, pour continuer à parler de l'aspect économique, vous avez dit que vous êtes copromoteur de la page sur les réseaux sociaux qui s'appelle 237 Dress. Dans votre cas, par exemple, est-ce que pour des valeurs économiques, vous vous retrouvez à abandonner vos valeurs? Je me retrouve à... Dans votre cas, votre cas, puisque vous êtes copromoteur de la page 237, et je me pose la question, est-ce que pour vous en sortir financièrement, économiquement, plus rapidement, est-ce que vous devez abandonner vos valeurs par rapport à l'argent pour que vos ambitions prospèrent? Parce que dans la page 237, quand il parle des valeurs, c'est qu'est-ce que la valeur même en principe? Quelle est votre définition de la valeur? Valeur, de façon basique, en parlant de valeur, je parle de qualité. Je parle de qualité. Quand je dis qualité, je mettrais ça dans comment est-ce qu'on conçoit certaines choses, dans comment est-ce qu'on perçoit certaines choses. Pour essayer d'expliquer, quand on parle d'argent, quand on parle de richesse, comment est-ce que je perçois la richesse? Est-ce quelque chose qui arrive? Je vous ai compris très bien. Vous avez parlé tantôt de l'éducation. Et moi, je crois que l'une des valeurs que vous êtes en train de prôner, c'est la rééducation de soi-même et de notre peuple. Avant qu'on ne sorte de l'émission, y a-t-il quelque chose que vous aimeriez partager avec le public ou bien un message en votre langue maternelle? Parce qu'après tout, nous sommes afro-caribéens et le but, c'est de promouvoir notre culture. Donc, allez-y, M. Serge. Ok. Vous m'avez donné deux possibilités. Vous m'avez donné deux possibilités de choix. Je vais choisir. Vous m'avez donné la possibilité de choisir. Je vais choisir la première. Je vais choisir la première possibilité. Je dirais tantôt que l'Afrique, c'est un continent avec lequel il faut compter, qui regorge plein de valeurs et qui nécessite juste qu'il soit redynamisé et qui s'appuie sur ses valeurs pour pouvoir exploser. Nous sommes dans un environnement, un univers planétaire où tout le monde a du sien à apporter et où on n'a pas besoin de copier l'autre pour pouvoir exister. On peut exister tout en restant original. Merci Serge, Monsieur Serge Chimie. Ça fut un plaisir de vous avoir au programme et je serais ravi d'en discuter avec votre personne et vos différentes opinions sur mon point de vue sur la culture. De mon point de vue sur la culture, notre peuple afro-caribéen souffre de l'aliénation mentale. Si cette conception du mariage était une réussite, nous ne connaissons pas un taux élevé de divorces qui détruisent la communauté afro-caribéenne en Occident et dans les Caraïbes, si ce n'est pas en Afrique aussi. Si les critères de beauté définis selon les critères occidentaux étaient universels, nous ne retrouvons pas les femmes occidentales en train de faire la chirurgie plastique pour avoir cet atout divin de la femme afro qui sont à couper le souffle. Sur ce, je suis Poela Gangue. Restez à l'écoute. Jambo Radio.